Musicology. Bienvenue dans le truc, votre nouveau média urbain. Vous connaissez, on traite l'actualité de la musique urbaine avec aussi bien des artistes confirmés que des artistes aussi rookies ou les nouveaux entrants dans la scène. Aujourd'hui, on a l'occasion et le plaisir d'accueillir Jeune Elsie. C'est un mec du 10e arrondissement qui est connu. Et un article de l'ABCDR du son le classe comme le secret le mieux gardé de Paris et aussi le plus beau fantôme parisien par justement ses apparitions épisodiques. En tout cas, on a l'occasion de l'avoir avec nous ici dans le truc. C'est une exclusivité parce qu'il fait très peu d'interviews et on est content de le recevoir. Le Jeune Elsie, comment ça va? Salut Flex, content d'être avec toi. C'est bien, c'est bien. On s'est vu durant un live précédemment, au début du confinement, et on a pu échanger sur plusieurs thématiques. Et là, c'est l'occasion pour nous d'aller beaucoup plus en profondeur sur un peu plus de sujets, et notamment sur ton actualité, parce que tu rappes depuis 84. Non, t'es né en 84 et tu rappes depuis 96. Je rappe depuis 96. Exactement ça. Même moi, j'ai du mal à y croire des fois. Non, mais c'est clair, c'est que t'es quasiment un ancien. Ça fait 25 ans, 25 ans, t'imagines. Dingue. Donc, raconte-nous un peu, justement, il y a beaucoup d'attentes autour de toi. Il y a pas mal de journaux et de critiques rap qui pensent que t'es quand même un artiste qui est talentueux et sur lequel il y a beaucoup d'attentes. Comment tu vis cette position? Alors moi, je me sens gêné des fois. Tu sais, pour moi, le rap, c'est un truc que je fais un peu sur le côté. Ça n'a jamais été vraiment ma passion. Enfin, ça a toujours été ma passion, mais je me suis jamais vraiment dit, vas-y, je vais à fond là-dedans, tu vois. Donc, je suis content de voir que mes morceaux, ils vivent un peu d'eux-mêmes. C'est-à-dire que même quand je les enlève, les gens, ils les repostent et qu'ils ont une seconde vie un peu. Ouais. Et je suis content de voir et je suis content aussi de voir que ça plaît à une jeune génération, en fait, tu vois. Parce c'est que, clair. voilà, C'est clair. Je suis un peu plus vieux. Il y a beaucoup de jeunes de 15 à 25 qui m'envoient des messages souvent sur Instagram pour me dire que ma musique leur parle. Et donc, c'est clair. Mais Jeune Elsie, t'es quand même un artiste assez atypique. Et parle-nous un peu de ce besoin de déconnexion. Justement, il y a quelques temps, on a essayé de te contacter. On a vu que tu étais absent et tu avais disparu des réseaux. Ouais, après, moi, je ne suis pas de la génération des réseaux sociaux. Tu vois, comme toi, on a un certain âge, je pense. Et les réseaux sociaux, je pense que c'est un outil formidable quand on a des choses vraiment à promouvoir. Mais il y a des moments où on a besoin aussi de se retrouver avec soi-même. Et je trouve que pour se retrouver, c'est bien de couper avec ces réseaux, d'arrêter de regarder ce que tout le monde fait, d'être constamment connecté, si tu regardes ton téléphone, tu vas voir que tu te connectes 100 fois par jour. Donc moi, je me méfie un peu de ça. J'essaie d'avoir mon esprit libre, d'être moi-même le plus possible. Et pour ça passe par une déconnexion un peu de... Non, mais c'est important, hein, parce que je rejoins ce que tu dis, et quand on regarde les jeunes, si tu veux, qui ont le temps de connexion, parce que maintenant, c'est affiché sur les... C'est affiché, c'est flippant, des fois, quand tu regardes. Tu vois des temps, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, et c'est vrai que là, tu te dis, c'est du temps de vie qui est perdu, quoi. Mais imagine-toi, une journée, ça fait 24 heures, tu dors 8 heures, si tu passes 8 heures sur Instagram, moi, je trouve ça flippant, D'accord, donc du temps de déconnexion, et après, tu te reconnectes, et... Après, forcément, l'OVNI m'a appelé, il m'a dit, ouais, il y a Flex qui essaie de te joindre. Exactement. Je me suis reconnecté pour toi. Non, mais c'est ça, c'est bien, en tout cas. Mais après, c'est sûr que... C'est ça qui est difficile, c'est que j'aimerais vivre sans Instagram, mais on est obligé aujourd'hui On est obligé d'être sur des réseaux, que tu veux non, bien sûr. T'es obligé. C'est l'évolution, et il faut prendre cette évolution-là. Donc j'essaie de trouver mon entre-deux, voilà, j'essaie de pas trop être... Donc pour ceux qui te connaissent très peu, on sait que il y avait un collectif Bon Gamin avec lequel vous étiez très actif. Qu'en est-il aujourd'hui justement au niveau de ce collectif-là musicalement? À la base, c'est un groupe d'amis que moi j'ai rencontré sur le tard en fait, parce que ils se connaissaient déjà bien avant moi. Et qu'on formait ce collectif, et c'était plus de la musique, enfin on s'amusait bien ensemble, ils m'ont appelé pour faire des scènes avec eux, faire des freestyles avec eux, des émissions radio, donc on s'est vraiment, je pense qu'à partir du moment où il y a du fun, ça colle, tu vois. Donc on s'amusait bien ensemble, on a fait nos trucs, et à un moment donné où je pense que chacun a eu besoin de faire son chemin, il a besoin de se réinventer dans ce qu'il fait aujourd'hui. Sizer s'est lancé dans sa carrière un peu d'artiste solo. Bien sûr. Et du coup, il y a un moment donné où, moi j'ai fait mon chemin de mon côté. Et puis moi, je faisais déjà autre chose aussi. Moi, j'étais... à l'époque de Bon Gamin, j'étais patron d'un bar-club aussi à Paris. C'est ça, le Jeune, ouais. Le Jeune, exactement. Le bar, le Jeune. Et du coup, ça me prenait aussi énormément beaucoup de temps. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je suis quelqu'un qui... Moins maintenant, mais qui faisait beaucoup la fête. Qui était beaucoup dans la vie de nuit parisienne. Tu peux le ressentir dans ma musique.
Et du coup, je pense que ça a fait aussi que, voilà, à un moment donné, j'ai un peu déconnecté aussi de tout ça. Donc l'activité, oui, d'entrepreneur aussi prend beaucoup de temps et Exactement. ça laisse peu de place pour la musique. Entrepreneur / rider. Non, mais c'est clair. Mais en tout cas, il y a eu un projet justement qui est sorti en 2019, Croyance et Perdition. On parlait du projet justement qui était sorti en septembre 2019, Croyance et Perdition, un projet qui n'était pas présent justement sur les plateformes de streaming. Donc, Non, je sais pas, ouais, je l'ai sorti. Franchement, en fait, je l'ai sorti un peu prématurément. Je me suis réveillé un matin, j'ai dit vas-y, j'ai envie de le sortir. Ouais. Et des fois, c'est un peu mon problème, je suis un peu impulsif aussi. Du coup, je l'ai sorti sur SoundCloud comme ça et voilà. Et après, voilà. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un profil qui est créé sur Spotify. J'ai regardé, John LC, mais il n'y a aucun morceau, juste t'es affilié à tes compères. Est-ce que c'est mon profil ou pas? Je sais plus. Parce que je crois il me semble que je l'avais effacé. Donc après, peut-être qu'il est. Parce qu'il y a 0 titre et rien d'enregistré dessus. Bien, ouais, mais il y a aussi, on peut te retrouver sur les projets, parce que tu as participé au projet de l'OVNI, justement, sur un des morceaux, quand c'est sorti. Donc derrière, si tu veux, là, il y a une volonté pour toi de pouvoir mettre ces projets à disposition là, pour le futur, pour des gens qui sont fans et qui... Écoute, il faut que je m'en occupe. Je pense qu'à un moment donné, je prendrai tous les sons que j'ai faits depuis peut-être 10 ans et faire une espèce d'anthologie. Mais c'est clair, parce que quand on regarde finalement, et on sait que tu es quand même présent sur la scène rap depuis pas mal d'années, mais tu as commencé aussi, parce que moi je regardais un peu sur... Enfin, il y avait des reportages qui tournaient avec... tu as beaucoup tourné aussi avec Sharaf, avec Joe Lucas. Raconte-nous un peu cette période-là, parce que c'est vraiment des anciens... Ouais, bah, en fait... Vraiment, j'ai commencé en 2005 avec Sharaf, on s'est rencontrés parce qu'on était en fait les seuls rebeux à être dans le délire Dirty South, tu vois, vraiment kiffer la vibe du son carré du sud des États-Unis, à se mettre des grills, tu vois, c'était le seul gars à avoir un grill en diamant, voilà. Du coup, on était grave dans le même délire, et même à l'époque, on devait même avoir un groupe de rap ensemble, en fait. C'est ça, ça s'appelait Grand Boulevard, exactement. Et après, voilà, les aléas de la vie fait que... Après, on s'est plus concentré. À l'époque, pour nous, en fait, si tu veux, à l'époque, le rap, c'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas toutes ces plateformes qui pouvaient permettre aux artistes indépendants de sortir comme ça. Avant, c'était soit tu étais en indé, ou soit tu signais sur une majeure. Et nous, on avait un rap qui était assez violent quand même. On parlait de cocaïne, de prostitution, de crack, de choses assez hardcore. Et du coup, jamais dans nos têtes, on se disait qu'on allait signer sur un label ou un truc comme ça, en fait. Et du coup, notre mentalité, c'était plus, on va faire notre oseille par nous-mêmes, on va faire nos trucs, on va monter nos propres projets, et de là, on verra, en faisant du rap à côté, tu vois. Et donc, du coup, lui, après, il a travaillé avec Pain au Chocolat, avec la marque Pigalle, il a ouvert son propre club aussi. Moi, j'ai organisé mes événements à côté aussi, j'ai ouvert mon propre club aussi, donc... on s'est un peu, pas dispersé, mais on a changé de cap un petit peu. Et le rap, c'est pour ça que le rap a toujours été un peu secondaire pour moi. Ça n'a jamais été mon gagne-pain. Déjà, j'ai toujours fait mon argent autrement. Et dans des choses plus concrètes pour moi que la musique. Oui. Donc et comme je dis, à l'époque, il n'y avait pas ces plateformes streaming, ces plateformes qui te permettent de... Mais aujourd'hui, justement, parce que tu as commencé depuis longtemps, quand tu vois l'évolution de rap et la dimension que ça a pris, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est la musique numéro 1 en France, et donc il y a des opportunités, il y a des artistes qui développent aussi un autre type de musique, on pourra en discuter après, mais tu sens pas que pour toi, c'est aussi peut-être une opportunité de pouvoir renouer avec cette envie de diffuser ta musique au plus grand nombre? Ouais, c'est vrai que c'est une opportunité maintenant que c'est là. Maintenant, c'est vrai que comme tu l'as dit, ça fait 25 ans que je rappe, du coup, j'ai plus la même dalle de vouloir sortir mes sons, tu vois, absolument, tu vois. Et aussi, je veux pas te mentir, je me sens pas du tout connecté avec ce que les jeunes font aujourd'hui, tu vois. Même si j'applaudis vraiment le travail qui est fait, parce qu'il y a des artistes qui sont en train de cartonner, mais personnellement, c'est pas du tout la musique que j'écoute. Le rap français a jamais été une musique qui m'a attiré, en fait, tu vois. Pour moi, la musique, c'est comme un billet d'avion, tu vois. C'est comme un voyage pour moi, tu vois. Et genre, écouter du rap Quinry, ça me faisait voyager. Quand j'écoute du jazz, j'écoute de la musique de chez moi, tu vois, du Maroc, tout ça, ça me fait voyager. Mais écouter du rap français, ça me fait pas voyager. Si tu veux, je viens du quartier aussi. Un billet d'avion pour retourner au quartier, ça m'intéresse pas. Non, mais je vois bien, on sent qu'il y a beaucoup enfin, l'américanisation aussi dans ta musique, et je pense aussi à la phase, parce que récemment on avait ce débat sur, t'es l'un des premiers à avoir dit à propos, tu vois. Ça revient beaucoup là récemment avec Chris Corleone qui le dit beaucoup, mais c'est vrai que sur tes textes on voyait déjà que c'était après on était potes avec Roy Enoch déjà à l'époque, du coup traîner avec lui aussi et écouter ce qu'il faisait, on aimait bien ce côté aussi
parler France. Parce que, tu vois, parler en anglais en France, ça n'a jamais été un truc qui était Oui, très... oui, ça commence un peu maintenant, j'ai l'impression, mais à l'époque, ouais. tu parlais en anglais, t'étais mal vu, tu vois. Même déjà, s'habiller en quinri, déjà, c'était presque mal vu des fois, tu vois. Donc, j'aimais bien ce truc du roi Enoch en fait, ce que les Canadiens ont, de traduire tout, tu vois, sûr, même les moindres expressions. Donc, du coup, voilà, je suis à propos de ça, tout ce genre d'expression est venu un peu avec ça. Et c'était marrant, ça, et même jeune, parce que Jeune LC, c'était par rapport à je sais pas, tous les Yang, les Lille, tout ça. Les Lille, Yang, vois, etc. Ça vient un peu de là, tu vois. Mais c'est Sharaf qui m'appelait comme ça, en fait. Moi, là-bas, je m'appelais juste LC, et à chaque fois, il m'appelait le Jeune LC. C'est venu de là. Non, mais c'est dingue, mais on sent vraiment cette inspiration-là, parce que tu nous parlais précédemment que tu as des artistes carrés aussi que tu écoutes encore, même la jeune génération. Je pense à Money Baggio, je pense à Blueface peut-être aussi. Ouais, il y a plein de gars que j'aime bien. J'aime beaucoup Kevin Gates. J'aimais bien Kodak Black, ce qu'il a fait il y a quelques années. Il y a plein d'artistes qui... Mais une collaboration là, franco-française avec des artistes de la nouvelle génération, c'est un truc que tu exclus complètement ou ça pourrait... Après, je suis plus vraiment connecté avec les jeunes, tu vois. Je connais les gars de l'ancienne génération. Là, il y aura peut-être une collaboration qui va être faite avec Metek et Joe Lucas. On va peut-être faire un morceau parce que c'est mes gars sûrs avec qui j'ai vraiment ridé, tu vois. Et après, on va faire des sons avec des gens avec qui j'ai pas ridé, avec qui j'ai pas bu, avec qui j'ai pas partagé le pain, tu vois, c'est pas... Tu vois, pour moi, c'est pas un truc que je me sens pas de faire ça, tu vois. Donc toi, tu fais de la musique avec les gens qui sont proches de toi. Et exactement, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, je me dis, si je fais un son avec un gars, faut que je sois prêt à m'embrouiller pour lui, tu vois ce que je veux dire. Si c'est un gars que je connais pas, tu vois, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est la mentalité. Après, c'est du business, tu vois, mais bon, comme c'est pas mon business... Ouais, non, mais souvent, les gens, c'est ça qu'ils disent, c'est du business. Mais t'as cité Freeze Corleone tout à l'heure, c'est un des seuls artistes aujourd'hui à qui je tends l'oreille et que t'as écouté un peu l'album? J'ai pas écouté l'album parce que j'écoute pas tant que ça, enfin j'écoute pas trop le rap aujourd'hui, mais quand je tombe sur une vidéo, je la regarde tout ça et j'aime beaucoup. Ouais, mais il y a une inspiration aussi. Tu parlais du roi Enoch aussi. On sent bien que c'est un peu aussi dans la tradition, un peu de la filiation du roi Enoch. Donc c'est vrai qu'il y a du lien aussi avec toi dans cette approche aussi américaine, américanisation du rap français. Et non, c'est clair que ça pourrait être explosif, une connexion, pourquoi pas, à imaginer. Avec, on s'est jamais rencontrés, mais on sait jamais si un jour, on se rencontre. Mais au-delà de ça, justement, on va revenir un peu sur parce que tu parlais de ça et on sait que la musique, ça prend peu de temps, et enfin, ça a peu de temps dans ton emploi du temps d'entrepreneur. Aujourd'hui, tu avais un bar Le Jeune, là, pendant cette période-là. Qu'en est-il, là? Il y a un projet il y avait un projet. En fait, on avait notre première affaire. Donc, Le Jeune, c'était cours des petites écuries. Donc, c'était un bar-club. Et le but, en fait, on l'avait revendu dans l'optique d'ouvrir un truc plus grand, un truc avec une terrasse, quelque chose de plus qui peut accueillir plus de monde. Voilà. Et malheureusement, la situation a fait que on allait acheter une affaire juste vraiment 2 semaines avant que le Covid arrive, quoi, genre mi-février, un truc comme ça, tu vois. Du coup, on a mis tout ça en pause. Et là, je sais pas honnêtement si ça va pouvoir se faire. Donc, comment t'occupes tes journées? Je sais qu'il y a un côté qui est aussi très sportif. Tu parlais de ça aussi. Ouais, le sport. Tu sais, moi, j'ai grandi avec. Je vais être honnête avec toi, j'ai grandi beaucoup avec l'alcool et la drogue. Tu vois, pendant un long moment de ma vie, ça a été mon quotidien, tu vois. Donc là, maintenant, avec l'âge, on essaye de revenir un peu sur ce passif. Donc aujourd'hui, beaucoup de sport, on se lève tôt, on se couche tôt, on mange bien, on essaye de lire un peu. Donc je passe aussi. Pardon? La lecture aussi. La lecture, important, très important pour tous les jeunes. Lisez. Non, je pense à ça parce que ça me fait penser à Will Smith dernièrement il y a longtemps qu'il faisait une interview qui priorisait le run and read, tu vois, ce truc-là. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça correspond un peu à ton mode de vie, tu vois, de lire, de faire son sport, et que c'était keys to life, tu vois, c'est vraiment les clés, clés dans la vie, quoi. Moi, je suis d'accord avec Will Smith, de toute façon, globalement. Et c'est ça que tu pratiques, et c'est en ça que c'est intéressant. Donc du coup cette année j'ai beaucoup voyagé aussi un peu, voyagé un peu en France, un peu dans les coins, puis voilà. Marseille, t'avais fait Marseille aussi. J'ai un petit pied à terre là-bas, donc j'avoue je suis souvent là-bas. Ça m'a permis de découvrir, je connaissais pas avant, tu vois, c'est une ville. Même si bizarrement, tu vois, quand on écoute ton rap, on sent que c'est très très parisien, tu vois. Non, je suis pas du tout dans le délire, mais après je suis marocain, tu vois, enfin je suis un rebeu, donc pour moi c'est un petit bled là-bas, donc ça fait toujours plaisir de retrouver un petit mélange de Paris et du bled en même temps, donc j'aime beaucoup, dédicace à tous les jeunes Marseillais. Non, mais c'est important. Je disais l'interview de toi aussi, justement, parce que tu viens de Bobigny aussi. Exactement. Je suis né à Karl Marx, ils ont détruit ma tour il n'y a pas longtemps. Exactement, Rest in peace, Karl Marx. Et tu parlais d'un truc qui est intéressant, tu vois, sur l'évolution des quartiers. Tu parlais de gentrification. Je sais que tu as employé ce mot. Bon, pour schématiser, c'est un peu comment des populations bourgeoises intègrent
les quartiers progressivement. Donc, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe un peu à Karl Marx. Toi, ton idée du développement urbain des quartiers, comment tu le vois? Ça se passe un peu partout. Hein. Ça se passe à Paris aussi. Ouais. Ça se passe à Karl Marx. C'est vrai que là, ils sont en train d'essayer. En fait, ils sont en train d'enlever le concept de dalles et de tours pour en faire des rues et pour. Après. La mixité, c'est bien aussi, tu vois, parce que c'est vrai que quand tu grandis en cité, la mixité, il y en a pas beaucoup. Donc, je pense que ça peut avoir du bon, mais il faut pas que ce soit trop non plus. Il faut pas que ça chasse complètement les populations qui vivent déjà. Mais après, je le vis aussi, parce que maintenant, j'habite dans le 10e, et la gentrification est très présente aussi dans le 10e aussi, donc ça change beaucoup. Mais le 10e, je trouve que c'est un des rares quartiers qui garde un peu son âme quand même, tu vois. T'as Belleville pas loin, t'as Barbès pas loin, t'as Strasbourg-Saint-Denis, t'as Gare du Nord, Gare de l'Est, donc le 10e va rester... Va résister un petit moment. Tu penses que ça va résister? Parce que j'ai l'impression que là, sur la tendance, c'est ça, c'est vraiment tous ces quartiers qui vont se transformer avec des résidentialisations, tu vois, on met carrément des... Ça va changer, mais ils vont mettre du temps avant de chasser, tu vois, les populations, tu vois, Barbès, ça va mettre du temps avant de changer. Barbès, ça change aussi, tu vois, ils ont complètement changé la place Barbès, maintenant, bon... Après, on peut pas leur en vouloir de vouloir faire un quartier plus beau, mais le problème, c'est que les plus beaux quartiers sont pas pensés pour les populations qui sont déjà là. On fait des beaux quartiers pour... la population qui va venir et ramener de l'oseille. Donc, c'est ça le problème. C'est clair, mais quand tu vois l'évolution de la situation des quartiers, toi, t'en penses quoi à titre personnel? Tu veux dire quoi par l'évolution entre les années 90 que tu as connu et ce que tu décris aussi? Ça a beaucoup changé, je trouve. Moi, un truc que je ressens vraiment, c'est que j'ai l'impression que nous, avant, on respectait beaucoup plus les anciens et leur culture aussi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai commencé à écouter du rap. Je m'intéressais à Public Enemy, Tribe Called Quest, KRS-One, des choses comme ça, tu vois, des artistes comme ça. Pourtant, c'était 10 ans, voire 15 ans avant ma génération. Et pour nous, pour moi en tout cas, leur parole était importante. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes, ils s'en foutent complètement de ce qu'il y avait avant. On l'a vu avec les commentaires de Kobalade, qui dit qu'il ne sait pas qui est. Ayam, Bob Marley, je ne sais pas, je crois qu'il a dit les deux. Bon, même si je ne suis pas spécialement fan de Ayam, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a vraiment un peu, vas-y, on s'en bat les couilles, ce qui se passait avant, tout ça. Et ça va avec la mentalité. Aujourd'hui, il y a moins de respect, il y a moins en moins de respect. Et je trouve que en fait, c'est dommage qu'il n'y ait pas cette connexion avec les anciens et les jeunes. Tu crois que c'est important, ça, de garder cette filiation, justement, entre les anciens c'est comme ça que les choses se transmettent. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on... Il faut que le rap évolue et se transforme. Je ne dis pas aux jeunes, faites du son comme on le faisait avant. Votre musique, c'est de la merde. Je ne dis pas ça. Mais gardons un lien, gardons une transmission. De toute façon, c'est comme ça que les populations évoluent. C'est avec la transmission des anciens. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un peu une coupure. Ouais, on sent la rupture, mais, voilà, limite la rupture, tu la vois aussi dans la musique, dans la musicalité, si tu veux. Et on avait cette discussion sur le rap et la transformation vers la pop. Toi, ton constat aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, c'est bizarre, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les artistes veulent faire de la variété, en fait, tu vois. Alors que nous, notre époque, la variété était l'opposé de ce qu'on voulait faire, tu vois, c'était les gens sur lesquels on voulait tirer, tu vois, on n'était pas du tout là-dedans, et c'était mal vu de vouloir même essayer de faire ça, parce que c'était une musique, pour moi, qui n'avait pas de qualité, qui était dépourvue de pas mal de soul, on va dire. Donc là, aujourd'hui, je trouve ça bizarre que les jeunes veuillent aller dans cette direction-là. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, la musique, c'est juste une façon pour les gens, je pense, de réussir et de devenir une star. Et il y a plus... ça a été vidé de son concept. Il n'y a plus de message, il n'y a plus de valeur portée. Voilà. Ou même sans... Parce que dès qu'on parle de message, on va parler de rap conscient, tout ça, rap moralisateur. Tu vois, je ne suis pas spécialement... D'accord. Même moi, déjà, je ne fais pas de rap. Je ne suis pas dans le rap conscient non plus, tu vois. Mais... il faut en garder un petit peu quand même, tu vois. Moi, j'aime bien écouter des rappeurs gangsters, mais qui quand même vont avoir quelques petites phrases politiques, quelques petites phrases pour tu vois, que ça soit pas que du gangsta rap pur, sans second degré, sans... Ouais, non, mais c'est ça. Et qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui diraient que voilà, ces anciens n'arrivent pas à accepter l'évolution du truc, que sont encore bloqués dans les années précédentes avec... Je pense que c'est pas vrai. À chaque fois que j'écoutais des anciens parler, ils se rendent compte que voilà, qu'il y a quelque chose qui se passe. Qu'il y a, et ça, c'est clair que je le nie pas. Et je suis content qu'il y ait des jeunes qui puissent grailler, qui puissent faire leur truc. Et ça, c'est bien. C'est bien. Et c'est aussi grâce à ce qu'on disait avant, la chance des plateformes qui permettent aujourd'hui aux artistes de sortir sans passer par des labels. Donc ça ouvre des portes. Bien sûr,
Ça vous déporte à beaucoup de merde aussi, mais ça vous déporte à plein d'artistes qui pouvaient pas. Aussi, Je pense que moi, par exemple, si ça avait existé à mon époque, je pense que c'est clair que j'aurais peut-être percé plus facilement, parce qu'à l'époque, passer par des maisons de disques, c'était très difficile. Exactement, ouais. Les portes étaient assez fermées. Ouais. Si tu faisais pas de la soupe, si tu faisais pas des reprises de Claude François comme Yannick, tu vois. Non, mais Et donc. Mais après, ouais, il y a des anciens qui. Enfin, j'entends plein d'anciens qui acceptent. Après, comme moi, je pense que c'est pas la musique qu'on va écouter que je vais écouter quand je rentre chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas écouter du Joule chez moi. Je vais pas, même si je respecte l'artiste, je vais pas écouter du Kobalade. Tu vois, ça n'a pas de sens pour moi d'écouter ça. Mais je respecte ces gens bien sûr. qui font leur trou. Même dans le fait que ça a pu, comme tu le dis, permettre à des gens qui étaient peu connus. Parce que ton rapport aux maisons de disques, tout au long de la carrière, là, j'ai jamais eu de contact clair avec des maisons de disques. Tu devais être signé sur le label Bon Gamin, c'est ça? Voilà, mais avant ça, comme je te dis, on faisait un rap. On était, comme je te dis, avec Sharaf, on était les premiers gars à faire du son sur des instrus Dirty South. Déjà, tu vois. On était connectés parce que. On était connectés avec toute la clique à LPHA aussi, je sais pas si tu vois tous ces gars-là, qui eux, pour ceux qui savent pas, étaient vraiment les précurseurs du rap West Coast en France, même si j'aime pas trop ce titre-là, mais c'était le bastion du rap West Coast en tout cas. Et donc nous, on était plus de la vibe Dirty South. Et à l'époque, les gens n'étaient pas prêts pour ça du tout, tu vois, les labels encore moins. Et en plus, vu qu'on était assez... Comme je t'ai dit, dans le texte, on était assez hardcore, tu vois, on parlait de choses que tu t'entendais pas en tout cas, tu vois. Et du coup... à aucun moment dans notre esprit, c'était venu de vouloir essayer de signer sur un label ou quoi. Non, mais c'est ça, justement. Et c'est pour ça que je me dis que, tu vois, avec la diversité qu'il y a aujourd'hui, tu vois, tu as de l'espace pour quelqu'un comme Freeze Corleone aujourd'hui, qui aurait peut-être eu des difficultés à l'époque, tu vois, mais qui a aujourd'hui son public. Des gens aussi comme Jules qui sont là et qui font d'autres choses. C'est vrai qu'il y a une palette quand même qui est beaucoup plus large que par le passé, tu vois. C'est pas faux. C'est beaucoup plus acceptable, si tu veux, de pouvoir venir avec une proposition différente, tu vois, comme un artiste comme Lelo ou un artiste comme Dinos qui progressivement sont un peu les révélations de 2020 parce qu'ils ont réussi quand même à tirer leur épingle du jeu avec un public alors que c'est du rap de niche, quoi. Donc il y a aussi cette possibilité-là. C'est vrai. Donc à quand le prochain album? On va t'embêter encore avec ça, le jeune. Écoute, là il y a peut-être un petit... J'ai enregistré pendant le confinement 4-5 morceaux avec un jeune producteur qui s'appelle Blue Raida, que j'ai rencontré à Marseille d'ailleurs. Et pendant le confinement, on a fait 4 morceaux. D'accord. Donc peut-être que ça va sûrement sortir prochainement. Peut-être sur SoundCloud ou sur YouTube. Je ne sais pas si ce sera sur les plateformes ou quoi. Et puis après, le reste, on verra ce que le futur nous dit. Là, tu bosses avec une nouvelle équipe. Précédemment, sur le projet Croyance et Perdition, tu avais bossé avec Sizer, avec alors j'avais la chance encore d'avoir... Parce que Trigano, parce que Bon Gamin avait un studio à Montmartre. Il y avait un studio qui était un petit home studio qui était très sympa. Et c'est là que tout l'album de l'OVNI a été, le EP de l'OVNI a été enregistré. C'est pour ça que je suis 2 fois dessus. Il y avait d'autres morceaux encore qui sont pas sortis sur lesquels je suis. Et du coup, les morceaux qui sont sur Croyance et Perdition ont été en partie enregistrés à cette studio, quand on avait encore le studio. Et du coup, quand le studio après a été, Bon Gamin, c'est plus ou moins séparé. Je vais pas parler pour eux, je sais pas si, enfin en tout cas. Le studio a été rendu et du coup c'est vrai que même moi après j'ai fait beaucoup moins de musique. Ok, d'accord. Parce qu'il faut dire qu'avant Bon Gamin j'avais prévu d'arrêter de rapper complètement en fait. Okay. Donc vers 2015-16 c'est là que eux commençaient, je crois, 15-16 dans ces eaux-là, c'est eux ils ont commencé à avoir du buzz. Ils m'ont tiré un peu avec eux, mais sans eux je pense que j'aurais peut-être complètement abandonné en fait. Arrêté, et donc quand ils sont séparés aussi, c'est vrai que ça m'a un petit peu aussi... Donc officiellement, là, on peut être clair sur le Bon Gamin, séparé, il n'y a pas de projet de se remettre ensemble, de travailler sur un projet. Non. A priori, Non, déjà, ils sont aujourd'hui, il fait quelque chose de complètement différent. Sur quelque chose donc, dédicace à mon gars Ichon, mais après, je pense pas qu'on... A priori qu'on collabore encore ensemble. Midsizer, on est toujours potes, peut-être qu'on fera un son un jour. Et sinon, l'OVNI, il y a des chances pour que là, sur le mini-projet que je viens de dire que j'ai fait avec Blue Raida, il y a un featuring l'OVNI. Et il y aura peut-être... sûrement dans le futur, on refera des sons ensemble parce que je reste encore assez proche de... Ok, super. Quel horizon? 2021, 2022, on peut se donner quoi, là? Ouais, 2021, il y aura des sons, il y aura quelques trucs qui vont sortir. Avec la création de plateformes et sur les plateformes de streaming, parce que c'est ça, nous... C'est ça qu'on veut. Pour pouvoir
trouver ça, en fait tu vois. aussi, tu sais quoi le problème, c'est que même moi déjà, je suis pas sur les, j'ai pas d'abonnement en fait à ces trucs-là. Donc si tu veux, dans ma tête, je le conçois pas. Mais c'est clair qu'il faut parce que c'est la nouvelle forme de consommation de c'est la musique, nouvelle tu forme vois. de consommation. Moi, je suis encore à l'ancienne, je télécharge encore les sons, tu vois, j'ai encore. Tu vois, et quand tu regardes les ventes, là si tu veux, sur les dernières éditions de la Snap, c'est 76% de streaming dans la part de la consommation de la musique. Donc, on peut plus y échapper, tu vois. On peut plus y échapper, non, le physique perd du terrain depuis quelques années. Et donc là, c'est la nouvelle manière de pouvoir consommer la musique. Donc forcément, tu vois. Faut que je me mette à la page. C'est clair, faut passer ce cap. Et ce cap-là, il serait important. Mais toujours cette inspiration de pouvoir décrire un peu la vie parisienne. Ouais, tu sais, moi, mon rap, en fait, c'est pour moi, quand je rappe, en fait, j'ai des images qui me viennent dans la tête, des images de ce qui m'entoure, tu vois. Donc, j'essaie de décrire des photos, en fait, tu vois. Comme je suis comme un photographe frustré, on va dire, tu vois. Donc, j'essaie de décrire ça. Donc, ce sera toujours sur Paris. Ouais, d'accord. Ces faubourgs et ces boulevards. Mais c'est clair, mais ces ruelles malfamées. Ouais, mais c'est ça, les grands boulevards. Mais tu as aussi abordé des thématiques aussi qui avaient qui étaient liées à tes origines aussi, parce que tu es métissé, justement. Ouais, être métis, être métis, c'est quelque chose de compliqué. L'être humain, il cherche toujours un peu à se rattacher à quelque chose, tu vois. À se rattacher, que ce soit la religion, sa culture, ou tu vois. Et c'est vrai qu'en tant que métis, des fois, c'est quelque chose de compliqué. On est un peu lunatique, on est un peu, tu vois. D'accord. Et puis moi, je suis à la base banlieusard, en même temps parisien, en même temps métis. Enfin, il y a plein mais une petite bipolarité comme ça, on va dire. C'est ça, tu arrives à trouver ta place aussi. En grandissant, maintenant, voilà, j'accepte que je sois plus que marocain et français, en fait. Tu vois, je suis le jeune LCI. Mes origines, c'est quelque chose, mais c'est pas ce qui me définit forcément, en fait. Voilà, c'est en ça que j'ai évolué, je veux dire, sur la situation. Mais quand t'es jeune, tu vois, tu te définis comme marocain, après tu te dis, ouais, mais finalement, t'es pas vraiment rebeu, parce qu'il y en a qui sont plus rebeux que toi, parce que ça peut être une source de conflit, mais aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que j'ai dépassé, comme je dis. Ton lien avec l'Afrique, entre guillemets, tu rentres de temps en temps? Bien sûr. Là, c'est vrai que ces dernières années, moins, parce que j'avais eu mon bar avant. C'est vrai que mais avant, j'y allais tous les ans. Avec Sharaf, on y allait tout le temps. C'est une manière de se ressourcer aussi? Ouais, complètement. C'est clair que... C'est pas le cul entre deux Les chaises. 2 voyages que je faisais, c'était les States et le Maroc. Tu vois, tous les ans, j'allais au moins une fois à New York, une fois au Maroc. C'est clair que le prochain voyage que je vais faire, ça sera à Casablanca, pour sûr. Ah, d'accord. Parce que ça manque. C'est une manière. T'as jamais pensé à collaborer, parce qu'il y a une scène musicale rap? C'est vrai. J'ai un ami à moi qui a fait des clips avec des artistes là-bas qu'il connaît. Après, comme je te dis, si je connais pas les artistes, c'est pas mon truc d'aller collaborer avec eux. Et puis eux-mêmes, ils sont dans une autre dynamique. Mais c'est clair qu'il y a des trucs intéressants qui se fait du côté de là-bas. J'y ai pas vraiment pensé, mais Non, bien sûr. Pourquoi pas? Non, mais c'est important, parce qu'on a bien compris, un jeune LC, il a besoin d'être proche des artistes. Mais t'as raison, je pense que c'est bien qu'il y ait des ponts qui se fassent comme ça entre l'Afrique. Et on regarde par exemple à Londres, tu vois, les artistes nigérians qui fonctionnent, comment ça explose, tu vois. Exactement. Et c'est vrai que je pense que j'ai l'impression que les Français ne le font pas assez, en fait, tu vois. Que ce soit les Sénégalais, les Marocains, les Algériens, les Congolais, tout ça, qu'il faudrait que ça connecte, parce que l'Afrique, ils sont en train de monter. Carrément. Que maintenant ils représentent, vu que maintenant ils ont tous des smartphones aussi, c'est eux qui streament aussi. C'est ça. Donc moi, ce que les gens ne savent pas aussi, ce que je pense, c'est qu'on doit énormément à l'Afrique sur le fait que les streamings explosent sur le rap français. Parce que quand on voit des artistes français qui font des 350 millions, je sais pas, je dis ça comme ça, mais je sais plus, Niska, si tu regardes les chiffres qu'il a fait, c'est pas la France qui lui a donné 350 millions. Tu vois. Enfin, c'est en partie la France, mais c'est en partie aussi le bled et tout ça. Donc, il faut voir après. Donc maintenant, la masse de consommateurs, elle est plus qu'en France comme ça l'était avant. Maintenant, c'est plus sur toute la francophonie. Exactement, même si 350, c'est énorme. En fait, 350, ce que je voulais dire, parce que c'est toute la population des States, imagine. Exactement, ils sont 350 millions là-bas aussi. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on représente quasiment le même. Après, bon, les États-Unis, ils vendent sur le monde entier. Mais si tu prends la population américaine et la population francophone, on est quasiment on a le même nombre d'habitants. Donc, donc ça commence à être... Non, mais c'est pour ça, pour revenir sur l'Afrique, évidemment, il y a un enjeu fort là en ce moment en termes de développement justement des plateformes streaming. On l'a vu, même Booba précédemment qui avait fait une publication en disant que voilà, il y a des nouvelles plateformes qui sont spécialistes de la musique africaine. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu fort parce que la population est jeune, parce que la population écoute de la musique. Donc c'est vrai, et moi je pense à la scène marocaine aussi, où on a eu des échanges aussi avec des artistes français qui avaient collaboré là-bas et qui ont pu prendre de la force de là-bas. Bien sûr. De toute façon, la force est en Afrique, il n'y a pas Exactement, donc c'est pour ça qu'il y a le rap, la musique internationale, tu vois, maintenant, c'est universel. Et du coup, tu peux aussi trouver le moyen de
faire des choses à l'extérieur, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc, après, c'est vrai que voilà, je travaille en solo souvent, donc c'est vrai que je travaille un peu dans ma bulle, tu vois, donc je suis pas vraiment. Ouais, mais c'est une idée que tu viens de me donner, et quand je retournerai à Casa, j'essaierai. Non, mais c'est clair, si tu es passionné de son, de musique, tu vois, la musique, c'est un langage, tu vois. C'est vrai. Tu vois, ça peut être une bonne façon de connecter. Non, c'est une bonne idée que. Non, mais c'est bien. Donc, on attend de voir un peu ce qui va se préparer. Il y a un côté chez toi, si tu veux, qui est un peu profiter de la vie et vivre au jour le jour aussi. On sent ça dans ta musique. Ouais. Après, moi, je suis pour la liberté, tu vois. Je suis pas en train d'essayer de penser à vouloir faire carrière, à vouloir devenir riche ou à. Tu vois, genre. Le rap, ouais, c'est pas un moyen de s'enrichir, c'est. Ouais, c'est un mode d'expression pour moi. C'est plus une façon de vivre ma vie, tu vois, qu'un métier, en fait. Tu vois. Donc moi, ce que j'aspire, c'est... Moi, j'aime être dans la rue, j'aime être avec les gens, être connecté avec les gens. Moi, tu vois, j'habite à Paris. Mon kiff à Paris, c'est de pouvoir me promener tous les jours, pouvoir marcher. Je prends quasiment jamais le métro. Tu peux me trouver tous les jours en train de marcher, parler avec des gens, discuter avec des gens. Je connais tous les commerçants de mon quartier. Et moi, c'est ça que j'aime la vie simple, on va dire, tu vois. Quelque chose de simple. Je cherche pas à avoir de voiture, j'ai même pas le permis. Je cherche pas à avoir... Je cherche juste à être bien et proche des gens et connecter avec les gens. Et la musique, c'est aussi une des façons. Mais c'est pas la seule. D'accord. Et c'est pour ça aussi que la musique, c'est pas toute ma vie non plus, tu vois. Ma vie, pour moi, c'est d'être... Je suis plus un mec de terrain qu'un mec de studio, tu vois. Non, mais c'est clair. Tu me verras pas passer mes journées... Je connais les rappeurs, ils passent leur journée, leur nuit en studio, en train de fumer comme ça. C'est pas mon style. Moi, je préfère être dans les soirées. Il y a une punch que tu dis, justement, que j'avais écouté, que tu disais que la vie est trop courte pour perdre son temps à faire quelque chose qu'on n'aime pas. C'est clair. Là, récemment, je peux en parler, mais juste hier, tu vois, j'ai dit non à des projets qui pouvaient me rapporter beaucoup d'argent juste parce que ça me plaisait pas et parce que ça me rendrait malheureux, tout simplement, en fait. Donc en fait, c'est atypique quand même, parce que tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens l'argent, c'est mais tu vois, tous ces gens-là, ils se rendent pas compte, mais le jour où ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils font quelque chose qui leur plaise pas, qu'ils auront peut-être de l'oseille, ils se rendront compte qu'ils ont perdu leur temps, tu vois. Ils se rendront compte. Non, mais c'est pour ça que... Mais il y a aussi la vie nous ramènera forcément à ça, tu vois. La vie nous ramène forcément à l'amour, tu vois. Si t'as été un connard toute ta vie pour l'oseille, quand tu mourras, tu te rendras compte que t'avais tort, tu vois. D'accord. Et le rapport à la mort aussi, parce que tu dis ça, de pas mourir comme un chien aussi, c'est une de tes peines. C'est vivre comme un homme pour ne pas mourir comme un chien. C'est d'une certaine manière ne pas être esclave, en fait. Vivre comme un homme, ne pas être esclave, parce que mourir comme un esclave, c'est mourir comme un chien un peu, tu vois. Quand je dis esclave, je parle esclave de soi, esclave de ses désirs, esclave de l'argent, esclave des autres, tu vois. Donc essayer d'être un homme, pour moi, c'est aussi être libre et se libérer de... Avec cette conscience que ça s'arrête. Pour citer... Ça s'arrête parce que, c'est clair que la mort est quelque chose... J'en parle beaucoup dans mes morceaux. Après, moi, j'ai perdu beaucoup de gens dans ma famille, dans mes proches, beaucoup à cause de l'alcool et la drogue, d'ailleurs, qui a été aussi un de mes problèmes, qui l'est toujours un petit peu, d'ailleurs. Et ça, c'est ça aussi que je fais allusion aussi dans ce truc. C'est de mourir comme un homme, se libérer de ses addictions, bien sûr, multiples qu'elles soient, elles peuvent être... c'est clair, hein, les addictions, ça me rappelle Kanye West qui disait « What's your addiction? Is it money, drugs, women ?» Tu vois, et c'est vrai que tu vois, on a tous nos propres addictions. On a tous tendance à être... L'idée, c'est ça, c'est de pouvoir lutter contre ces addictions. Et pour citer Louis XI qui disait « Chaque pas dans la vie est un pas vers la mort », tu vois. Donc cette double dimension de se dire que finalement, en avançant... Bien sûr, inexorablement. Respirer, ça nous donne de l'air, mais ça nous oxyde aussi. Enfin, ça nous permet de vivre, ça nous tue en même temps. Donc il y a une lutte quotidienne dans ton quotidien à lutter contre ces addictions. Et c'est pour ça que tu es un individu aussi assez opposé, parce que on parlait de sport, de lecture, mais tu parlais aussi de tes addictions, de la drogue et l'alcool. C'est ça, je suis quelqu'un de contradictoire, on va dire, tu vois. Je suis quelqu'un qui peut être, qui va se coucher à 22h tous les jours, qui va faire du sport, et à certains moments, je suis quelqu'un qui va pas dormir pendant 3-4 jours, qui va prendre de la drogue et qui va faire le fou, tu vois. J'ai mes contradictions et mes hauts et mes bas, comme je disais, et donc ça après, j'essaye de tempérer. Le rapport aux femmes, parce que c'est vrai qu'il y a un morceau dans Croyance et Perdition 501, le morceau où on parle de ça, où tu décris un certain, la ride que tu mènes, et c'est ce qu'on entend, c'est très parisien. Le 501, c'est important pour une femme? Je trouve que je trouve que c'est le meilleur outfit pour une femme, tu vois. Un beau 501 bleu, une petite paire de Air Force, un petit t-shirt blanc. Pour moi déjà, j'aime pas les meufs qui tapent trop des styles bizarres des fois. Elles veulent avoir plein de trucs, je sais pas, elles ont regardé des magazines
piscine avant de sortir ou quoi, tu vois. Genre, moi, j'aime bien la fille simple. Clair, la fille simple, tu vois, la fille du quartier qui essaye pas de plaire à tout le monde, mais qui est juste sexy dans son... C'est encore possible dans les modes de drague qui ont changé. On voit voilà, les plateformes comme Tinder, etc. Il y a toujours de la place pour la drague en direct et pour... ça devient difficile aujourd'hui. C'est vrai que c'est ça qui manque. Moi, j'aime beaucoup flirter, on va dire. Tu vois, je suis quelqu'un qui sort beaucoup, donc c'est vrai que maintenant il y a plus de et tous les trucs, toutes les applications genre Tinder, tout ça, c'est pas mon truc. Donc c'est très triste. Et j'ai peur que le monde aille de plus en plus vers ça en fait, vers le moins de contacts, plus en plus d'informatisation, informatisation du sexe et digitalisation du sexe et de l'amour. Non, mais c'est clair. Paris, ville magnifique, hein, pour revenir sur Paris, parce que tu nous parles de ça et pour toi, ça reste quand même si ça fait longtemps que tu vis, un musée à ciel ouvert. C'est exactement ça. Tu vois, là, on est dans le 5e arrondissement. Je suis venu à pied du 10e arrondissement pour faire cette interview. Et c'était un beau voyage. Il faisait beau, tu vois. Et je me lasse jamais. Là, j'étais pendant quelques semaines à Marseille. Après ça, j'étais à la campagne. Je suis revenu. J'étais en manque de Paris. Il fallait que je revienne. Je suis accro à cette ville. C'est une de mes addictions aussi, mais que je vais garder pour le coup. Ouais, non, mais c'est dingue. Même si certains la décrivent comme, enfin, quand je discute, comme une ville polluée, une ville crowded où il y a du monde partout, une ville de... Moi, j'aime bien. Moi, j'aime ma pollution. J'aime mon monde. J'aime être bousculé. J'aime voir plein de gens qui sont là, qui vivent. Moi, j'ai grandi là-dedans. Donc, là, j'étais à la campagne pendant 3 semaines. Au bout d'un moment, même si la nature, c'est beau, ça me rendait ouf, tu vois. Genre, j'ai besoin de cette énergie-là, en fait. Même, tu vois, Paris, c'est agressif, tu vois. Ceux qui ne sont pas de Paris s'en rendent compte. Moi, cette agressivité, je suis habitué, tu vois. C'est pas quelque chose qui me dérange aujourd'hui. Je vis avec très bien. Mais c'est clair qu'il y a une énergie particulière. T'es connecté aussi aux autres. Juste une chose, ceux qui critiquent Paris, mais qui viennent pas de Paris, j'ai une réponse à vous, allez vivre ailleurs. Tu vois, tout simplement. Ah, mais c'est ça, c'est comme aimer là ou quitter là, quoi. Exactement. C'est un peu ça le mot à dire. Non, mais justement sur ça, parce que je sens qu'il y a une énergie particulière. À chaque fois, on rencontre des rappeurs parisiens, il y a quelque chose de différent. Cette école parisienne là, du rap, même ceux des autres arrondissements, il y a des connexions qui sont faites précédemment ou maintenant pour rester à l'échelle de Paris? Maintenant, non, mais à l'époque, voilà, comme je dis, j'étais très proche de Joe Lucas et de Metek, tu vois. Même si t'écoutes, tu vois, tu vois Joe Lucas, c'est un rider comme moi, on vient des mêmes quartiers aussi, donc... voilà, Time Bomb aussi, il y a des influences comme ça? Ouais, complètement. Après, ils sont un peu plus vieux que moi, donc Joe Lucas, plus de cette génération-là, mais après, Hill, c'est un pote à moi aussi, des X-Men, dédicace à Hill. Je pense pas qu'on fera de morceaux ensemble. Enfin, peut-être, qui sait. Mais en tout cas, c'est des gens avec qui j'ai traîné, avec qui j'ai été clairement inspiré. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ok, l'inspiration, justement. Shout-out aux anciens. Des anciens et puis tous des bottes nouveaux. En tout cas, c'était riche. On a voulu faire un truc assez condensé pour que tu puisses t'exprimer. Bien sûr. On te remercie, le jeune Elsie, de nous avoir accordé tout ce temps lors de cette interview. C'était super riche, super intéressant. On attend les prochains projets parce que l'exclu, c'est qu'il y a des projets qui sont dans les bacs et qui vont pouvoir arriver là en 2021. Il nous a promis, il y a 4 sons qui ont été enregistrés avec un ingé du son, il a cité précédemment, donc n'hésitez pas, en attendant que ça puisse être streamé, que tu sois présent sur les plateformes de streaming aussi, Spotify, Deezer... Je te garantis rien, Flex, je te garantis rien. On nous garantit rien, mais en tout cas, ça a été dit, on va te laisser le temps, parce qu'on sait que tu as un rapport d'instinct, que tu te réveilles, que si tu kiffes, tu fais, si tu kiffes pas, tu fais pas, sans forcer. C'est aussi les rencontres aussi, tu vois, c'est en fonction des rencontres. Là, j'ai rencontré ce producteur qui s'appelle Blue Rider à Marseille. On a cliqué, on a fait 4 morceaux, tu vois, si je l'avais pas vu, si je l'avais pas rencontré, ça se serait pas fait. Donc la vie, c'est des rencontres et moi, je fonctionne à l'instant. Super. Non, mais en tout cas, nous, on est très contents. Dans le truc, voilà, Jeune Elsie, en exclu. Merci à vous. Suivez-nous sur tous les réseaux, hein, comme vous savez. Dans le truc sur Instagram et également sur Snapchat. Dans le truc, vous allez nous trouver rapidement. Jeune Elsie, c'était une interview. On revient très vite. Ne vous inquiétez pas, restez branchés.